Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Il y a 3 ans, jour pour jour, la Russie attaquait l'Ukraine et faisait plonger les populations de ces territoires dans l'état de guerre. Alors 3 ans plus tard, où en est ce conflit et quelle dimension prend-il au regard de l'actualité? On en parle avec nos invités dans quelques minutes. Les podcasts de la loose, c'est le titre de l'ouvrage de notre invité en seconde partie d'émission. Un récit qui vous ramènera à vos pires souvenirs de travaux en groupe à l'école. On en reparlera avec son auteur. Dans sa chronique, Adrien Fontenot fera la lumière sur l'histoire du Salon de l'agriculture qui a ouvert ses portes ce week-end. Mais tout de suite, place à l'actualité de l'éducation avec Adrien. Bonsoir Adrien. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec ce nouvel accident d'un car scolaire sans gravité cette fois. Cela s'est passé peu avant 8 h ce matin dans le Morbihan où les élèves effectuaient leur rentrée. Une sortie de route et un car qui a fini dans le fossé pour des raisons encore indéterminées. À bord, 39 enfants qui ont dû sortir par une fenêtre du véhicule car les portes étaient bloquées. 6 adolescents âgés de 13 à 15 ans ont été transportés à l'hôpital. Yann Grandin, chef du centre des pompiers, a tenu à rassurer, ce n'est que de la traumatologie, un accident bien moins tragique donc que celui en Eure-et-Loir il y a bientôt un mois. Pour rappel, cette affaire, une adolescente de 15 ans a perdu la vie et le chauffeur positif aux stupéfiants a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. On poursuit avec cette étude dévoilée par nos confrères d'Europe 1. En France, 2 chômeurs sur 3 sont âgés de moins de 25 ans. Un chiffre qui peut surprendre, mais révélateur des difficultés que rencontrent les jeunes pour intégrer le marché de l'emploi. Et la France fait figure de mauvais élève en la matière par rapport à ses voisins européens. Si 66% des chômeurs français ont entre 18 et 24 ans en Allemagne, cette tranche d'âge ne représente que 60%, 56% en Italie ou encore 50% au Royaume-Uni. Et pourtant, ce n'est pas faute d'essayer. L'étude du cabinet eSIMS révèle aussi que les Français sont les candidats les plus actifs du continent. C'est le cas de Ricardo, 24 ans, diplômé en communication. Quand je dis que j'ai postulé 1000 fois, je rigole pas. J'ai postulé tellement de fois que en fait, j'ai réussi à trouver un travail, mais tout sauf dans la communication. Parce qu'au bout d'un moment, les factures, elles s'empilent. Donc aujourd'hui, je suis vendeur dans une enseigne et en fait, ça me rend pas heureux, ça me procure pas de la joie en fait. Des difficultés à intégrer le marché de l'emploi, celui visé lors des études en tout cas, et de plus en plus de difficultés à se fondre aussi dans le moule de l'entreprise. Et pour Amandine Retz, DRH Europe d'eSIMS, le Covid n'y est pas étranger. Tous les étudiants qui ont étudié pendant le Covid, je pense, n'ont pas toujours exactement les mêmes maîtrises des codes sociaux qui règnent dans le monde, dans l'entreprise, et qui ont sans doute besoin d'un accompagnement différent dans leur arrivée dans le monde du travail. Mais ils ont aussi des idéaux qui sont peut-être un petit peu plus marqués, comme je le disais, sur la flexibilité qu'offre le travail et l'équilibre de vie professionnelle et personnelle, la quête de sens dans les missions qu'on accomplit et aussi les perspectives d'évolution. Alors c'est des critères qui sont classiques chez les candidats, mais sans doute plus marqués d'un point de vue exigence sur cette nouvelle génération. Voilà, et notez pour finir que le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à France Travail a augmenté de 3,9% au 4e trimestre 2024 par rapport au 3e trimestre. C'est justement la plus forte hausse du chômage en 10 ans, hors crise Covid. Et une autre étude, cette fois-ci de l'Institut de sondage OnePoll, où on parle de petit déjeuner. Alors je ne sais pas pour vous Virginie, mais chez moi en tout cas le petit déjeuner c'est sacré. Comme pour beaucoup de Français, finalement 77% le considèrent comme une composante majeure de leur équilibre nutritionnel quotidien. Et si on s'intéresse plus spécifiquement aux différentes tranches d'âge, on peut voir des différences. Les plus jeunes, par exemple, sont plus ouverts à un petit déjeuner dit multitâche, c'est-à-dire prendre son café ou chocolat chaud tout en consultant ses mails, les réseaux sociaux ou tout simplement en se préparant. Ils sont 19% des 18-24 ans à privilégier ce mode de fonctionnement contre 4% à peine des plus de 65 ans. Autre différence, les jeunes générations innovent pour le petit déjeuner et délocalisent souvent. Ils sont près de 14% des 18-24 ans à le consommer dans des cafés contre seulement 6% du reste de la population. Les jeunes peuvent aussi petit déjeuner directement au travail, 24% le confient, et même dans les transports pour 11% d'entre eux. Et puis un dernier chiffre, pas seulement chez les jeunes pour le coup, mais qui va parler à certains, 67% des Français préfèrent le silence pendant le petit déjeuner. Seuls 33% des sondés se déclarent bavards le matin.
Dans son journal, on revient aussi sur les annonces d'Elisabeth Borne concernant le renforcement du contrôle dans les crèches, dans les écoles privées. Mais 40% des établissements privés vont être contrôlés dans les 2 prochaines années. Voilà ce qu'avait déclaré Elisabeth Borne vendredi sur RMC, après les révélations sur l'affaire Notre-Dame de Bétarame, pour contrôler 40% des 7500 établissements privés sous contrat d'ici 2027. 60 inspecteurs ont bel et bien été recrutés à la rentrée, mais pour Éric Nicolet du syndicat des inspecteurs de l'éducation nationale, c'est un objectif irréalisable. Les inspecteurs sont déjà tous débordés et ils ne sont pas réservés au contrôle du privé. Autre incohérence, pourquoi prévenir plus d'un mois en avance un établissement comme Bétarame qu'il va être contrôlé? C'est inconcevable pour Paul Vannier, député La France Insoumise. Les écoles privées sont beaucoup moins contrôlées que les écoles publiques. Paul Vannier qui a obtenu l'ouverture d'une commission d'enquête à l'Assemblée sur le contrôle des établissements privés. L'affaire Bétarame a éclaté au grand jour, elle est loin d'être finie. Merci beaucoup Adrien. 3 ans de guerre en Ukraine, mais les forces géopolitiques ont bien changé depuis le début du conflit. Alors que la population sur place tient à bout de force, comment comprendre le traumatisme pour ces générations et qu'entrevoir de la suite du conflit? On en parle tout de suite avec nos invités. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Karine Ardo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes juriste spécialisée sur les questions de responsabilité pénale internationale. Vous avez vécu en Ukraine. Vous avez passé 3 ans dans le Donbass de 2015 à 2018, il me semble. Ainsi que l'année dernière, vous étiez aussi sur place à Kiev. C'est exact. Merci beaucoup d'être avec nous. Également Catherine Grangeard qui est avec nous. Bonjour. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes psychanalyste. On va bien sûr parler de tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Le sujet est extrêmement vaste, c'est difficile de pouvoir aller sur chaque spécificité, se concentrer sur l'éducation précisément. J'aimerais déjà un état des lieux, peut-être sur le plan politique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées très récemment. Une négociation qui se fera entre Trump et Poutine, tout ça à Riyad et sans Zelensky. Clairement, est-ce qu'on peut parler d'ingérence ? Alors, je ne sais pas si on peut parler d'ingérence, mais c'est vrai que l'atmosphère actuellement à Kiev, c'est de ne pas comprendre pour la population pourquoi les Ukrainiens ne sont pas inclus dans ces négociations, puisqu'ils sont les premiers concernés par ce conflit. Vous avez une idée sur la question? Pourquoi ils ne le sont pas? Disons que pour l'instant, c'est la politique du président Trump qui... c'est son style de négociation, puisqu'il cherche un deal, comme il le dit. Donc c'est assez compliqué et difficile à comprendre, en effet, pour les Ukrainiens qui, eux, se battent depuis près de 11 ans, pas seulement depuis 2022, mais depuis 2014. Et c'est vrai que... il y a sans doute des raisons politiques qui sont propres aux États-Unis pour agir de la sorte, pour l'instant... le sentiment est à l'incompréhension et ils se sentent vraiment lâchés par la communauté internationale, notamment par les États-Unis. Et Emmanuel Macron qui se déplace pour aller voir Trump, est-ce que vous pensez que cela peut avoir un effet? Toute initiative est bonne. Il faut quand même garder à l'esprit que les Ukrainiens veulent la paix. Pas à n'importe quel prix, puisque si on considère que la paix, c'est l'absence de combat, ça ne marchera pas. On l'a vu notamment entre 2014, 2015 et 2022. Donc, c'est tout le problème. Les Ukrainiens, que ce soit les politiques, mais aussi la population, sont prêts à des concessions. Mais il faut que ce soit ce qu'on appelle une paix juste et aussi une paix qui soit durable. C'est ce que dit effectivement Zelensky. On va y venir justement à ces propos précisément et à ce que demandent aussi Donald Trump et Vladimir Poutine de leur côté. J'aimerais une réaction, Catherine Grangeard, sur ce qui vient d'être dit, notamment sur le plan effectivement de l'incompréhension, bien sûr, des Ukrainiens, mais aussi du monde entier, et notamment ici en France. Oui, bien sûr. Il y a une sorte de tragédie qui est en train de se vivre et un sentiment d'impuissance, quelque chose qui est absolument terrible, dans le sens où on parle d'eux sans qu'ils y soient. C'est absolument invraisemblable. Il y a une inversion des responsabilités dans les discours.
Les trahisons sont terribles. Donc, forcément, la population ukrainienne vit ça comme un choc et une sorte de trauma très difficile à penser immédiatement, puisqu'il y a en même temps les combats qui se poursuivent, très intenses. Il y a quelque chose de complètement fou qui se vit, le sentiment que peut-être son propre pays pourrait disparaître. Ça, c'est absolument terrible. Kundera avait dit est-ce que, petit enfant, j'aurais pu penser un jour que mon propre pays pourrait disparaître? Et là, on assiste actuellement à quelque chose de cette nature. Donc, nous sommes abasourdis, et les Ukrainiens, bien évidemment, encore plus. Vous voyez, il y a quelque chose qui est plus que choquant, qui est quand le président américain dit que c'est une guerre qui est absurde, mais on se demande ce qu'il raconte, ridicule, dit-il. Voilà, le poids des mots est terrible. On sait qu'on peut faire une storytelling, on sait que ça peut détruire tout autant que des bombes. Alors parlons justement de Trump et de Poutine qui donc se sont rencontrés, qui a priori négocient le sort d'un pays qui n'est pas le leur, effectivement sans le président Zelensky. C'est vrai qu'ici, on ne va pas le décrypter parce que ce n'est pas une émission politique, mais j'aimerais qu'on en parle quand même parce que c'est le côté éducationnel aussi, éducatif, et c'est notre rôle pour à la fois nous Français, étudiants français, mais aussi bien sûr ce qui se passe en Ukraine, de comprendre réellement la situation. A priori, une volonté de rentrer dans l'OTAN. Le Kremlin s'est dit, en fait, reconnaît le droit souverain de Kiev, de Kiev, quand on le dit à la française, de rejoindre l'Union européenne, mais pas l'OTAN. Pourquoi cela ? On est encore sur cette idée d'opposition des blocs et d'avoir des sphères d'influence, sachant que Poutine est vraiment axé sur sa sphère d'influence et de l'ancienne URSS et qu'évidemment, il est absolument inacceptable que l'Ukraine, qui est quand même un grand territoire, disparaisse selon lui de sa sphère d'influence, même si cela est l'opinion du peuple qui a été exprimée de manière démocratique depuis l'indépendance du pays, et que ce n'était pas contre la Russie, mais c'était seulement un désir d'accéder à autre chose du peuple ukrainien. Mais dans la charte de l'OTAN, l'article 4 stipule qu'effectivement, une assistance mutuelle s'impose en cas d'agression d'un de ses membres. Donc c'est une façon aussi de se protéger, ou en tout cas, la raison pour laquelle peut-être Vladimir Poutine serait contre. Oui, mais il faut quand même que les conditions soient remplies. Les conditions de la mise en application de cet article d'assistance mutuelle ne sont quand même pas si automatiques que ça. Et par exemple, ce ne serait pas automatique à une heure près, etc. Donc c'est un peu jouer sur les mots et sur l'utilisation de ce traité. Il faut quand même rester raisonnable. En tout cas, Vladimir Zelensky s'est dit prêt à à quitter la présidence de l'Ukraine en cas d'intégration de l'OTAN. Est-ce que pour vous et pour le peuple ukrainien, c'est une preuve à la fois de bonne foi? Est-ce qu'il n'a pas le choix? Quelle est la situation? Comment vous la décrivez? Alors, même si le président Zelensky, pour l'instant, l'Ukraine est grandement tenu à l'écart des négociations qui peuvent avoir lieu entre les États-Unis et la Russie, il faut savoir qu'il y a eu quand même quelques joutes verbales, notamment depuis la conférence de Munich, et que l'Ukraine montre quand même sa bonne volonté, faire des concessions, notamment si pour l'instant l'Ukraine refuse de donner aux États-Unis l'exploitation de certaines de ses ressources naturelles.
Il y a toujours des pourparlers sur ce sujet. Il est aussi demandé au président de se retirer parce qu'il ne serait pas élu démocratiquement, ce qui n'est pas vrai puisque la constitution ukrainienne interdit les élections pendant l'état d'urgence, ce qui est le cas en ce moment. Mais puisqu'il est demandé par certains à ce que le président se retire, il fait en effet une proposition et ça montre aussi la bonne volonté du président ukrainien de tout faire ce qu'il est possible de faire pour arriver à une résolution de ce conflit. Alors évidemment, les Américains sont a priori contre cette possibilité parce que justement, ils ne souhaitent pas être impliqués directement dans une guerre contre la Russie si jamais il devait y avoir encore davantage d'agressions. Quand on parle d'accord entre États, je rappelle que vous êtes juriste spécialisé sur les questions de responsabilité pénale internationale. Quand on parle d'accord entre États, sur le plan juridique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est dans quelle situation là? Généralement, les accords entre États peuvent revêtir différentes formes, mais généralement, la forme la plus commune qu'on voit, ce sont ce qu'on appelle des traités internationaux. Donc, vous pouvez avoir des traités internationaux entre une multitude de pays, mais vous pouvez aussi avoir un traité entre deux pays ou 3 pays qui exposent des obligations et des droits pour chacun des participants. C'est tout simplement un contrat entre les parties intéressées. Alors, vous évoquiez effectivement les ressources naturelles de l'Ukraine qui aimeraient être récupérées par les États-Unis, en tout cas exploitées par les États-Unis. J'ai cru lire effectivement sur un graphique dans Le Point ce matin que l'Ukraine avait bénéficié de 114 milliards d'euros de la part des États-Unis, à la fois en aide militaire et financière. Pourquoi une demande du coup à la hauteur de 500 milliards de la part de Donald Trump ? Alors, je ne sais pas d'où ce chiffre de 500 milliards vient. Pour ce qui est par contre... c'est ce que j'ai lu partout. Voilà, c'est j'ai pas inventé. Non, vous n'avez absolument pas inventé. C'est le chiffre qui a été prononcé, mais bon, je ne sais pas je ne suis pas dans les secrets pour savoir d'où vient ce chiffre. Par contre, pour ce qui est de l'aide, c'est aussi très compliqué de chiffrer exactement l'aide reçue, parce que l'aide militaire faisait aussi... comprenait aussi par exemple des munitions ou des systèmes d'armes qui pouvaient être fournis à l'Ukraine par les États-Unis, mais l'argent n'était pas donné à l'Ukraine, il était donné par exemple à des manufactures aux États-Unis. Donc c'est de l'argent qui a été dépensé aux États-Unis. Tout n'a pas été livré, il y a encore des choses à livrer. Donc les chiffres réels sont encore très difficiles à connaître et on a en ce moment une petite bataille de chiffres sur ce qui est exactement livré, doit être livré, n'a pas été livré, et on se retrouve dans la même situation pour l'Europe qui aussi a fourni une grande aide, que ce soit militaire ou humanitaire à l'Ukraine, surtout depuis 2022. Quelle est pour vous, Catherine Grangeard, l'image du président Zelensky ? On a vu cet homme arriver, habillé toujours en militaire, très volontaire, très ambitieux pour son pays. Est-ce que cette image s'est dégradée selon vous ou au contraire renforcée récemment ? Récemment, l'agression verbale du président Trump a réuni les Ukrainiens, parce qu'on peut se critiquer en famille, vous le savez très bien, mais lorsque ça vient de l'extérieur, lorsqu'il y a des propos absolument insultants, forcément, derrière Zelensky, la population ukrainienne dit « attendez, c'est nous qui allons décider, vous n'avez pas à décider ». En fait, Trump provoque quelque chose qui s'appelle la sidération. Ça empêche de penser. Et donc, il avance des chiffres, c'est n'importe quoi, il vocifère, il insulte, et tout ceci met tout le monde dans un état de choc, et on renverse, voyez-vous, qui est agresseur, qui est agressé. C'est extrêmement connu dans tout un tas de situations. Et c'est ce à quoi nous assistons. Aussi, les Ukrainiens vivent en plus sous les bombes, je le rappelle. Donc actuellement, ils subissent des paroles plus des bombes. Donc c'est quelque chose d'absolument fou, mais c'est fou. Et effectivement,
le drame actuel, c'est que si une paix est imposée comme cela, c'est la troisième guerre qui arrivera en Ukraine. Parce qu'elle ne sera pas juste. Et on ne peut pas demander de la richesse à un pays qui est déjà à genoux sous prétexte qu'on l'a aidé pendant des combats. Et comme Karine la vient de le rappeler, il y a eu des firmes américaines qui se sont enrichies grâce à la guerre en Ukraine. Donc, Trump amène tout le monde sur un terrain qui empêche de penser au fait que la Russie a tout de même agressé l'Ukraine, est tout de même pénétré sur son territoire. Et il y a eu des enfants déportés, il y a des crimes de guerre. On en fait quoi de tout ça? On va parler uniquement de dollars, on va parler seulement de cela, et c'est ça que la population ukrainienne, ça a du mal à passer. Vous voyez, moi j'ai un problème de voix là ce soir, mais ça a vraiment du mal à passer. C'est tellement... Plus c'est gros, plus ça passe, paraît-il. Là, tout de même. Et puis, il y a l'Europe. L'Ukraine a-t-elle le droit de choisir son avenir? A-t-elle le droit de penser à un avenir? Ou est-ce impossible? Alors, on va en parler si vous le voulez bien. Je profite, reprenez votre souffle, Catherine Grangeard. J'aimerais justement parler de la vie des Ukrainiens précisément. On l'a beaucoup parlé, évoqué, ces hommes dont on dit qu'ils sont bussifiés, c'est-à-dire emmenés dans des bus et amenés à la guerre. Un petit mot. Alors, c'est le problème de la conscription. C'est un peu plus difficile que ça. La loi requiert que les hommes en âge de combat tiennent à jour leur dossier militaire. Et donc, tout homme, même de plus de 25 ans, n'est pas amené au front. Ça n'est pas la réalité. Mais il y a en effet le problème des hommes qui ne souhaitent pas combattre, ne peuvent pas combattre pour diverses raisons et qui n'ont pas mis à jour leur dossier militaire. Et là, c'est là où viennent les problèmes, c'est-à-dire que juridiquement, ils peuvent en effet se faire arrêter puisqu'ils ne sont plus en accord avec la loi. Et là, il peut y avoir ils peuvent se voir enrôler parce qu'ils remplissent les conditions et n'avaient pas mis leur dossier militaire à jour. Mise à jour du dossier militaire, est-ce qu'on peut dire non, je n'ai pas envie d'aller à la guerre? Alors, non, ça c'est assez difficile en ce moment, mais moi j'ai... Ce sont des raisons sanitaires, médicales, c'est quoi? Ça peut être autre chose, ça peut être un emploi spécifique, c'est-à-dire une personne qui a un emploi spécifique qui est utile à l'effort de guerre. Ces personnes ne vont pas forcément se faire enrôler. Bon, ce n'est pas automatique, c'est pas toujours le cas. Je vais pas dire que tout est formidable et que la loi est appliquée comme il le faut à chaque fois. C'est d'une situation très difficile, mais c'est vrai que si on n'est pas à jour dans son dossier militaire, il devient difficile de circuler et il y a en effet un risque pour être conscrit. Un petit mot, notamment dans cette région dans laquelle vous avez vécu, le Donbass, mais aussi d'autres régions de l'Ukraine, d'autres terres d'Ukraine, dont on dit qu'elles sont depuis toujours, et c'est comme ça que c'est dit, et c'est pour ça que je répète ces mots-là, depuis toujours finalement russes, qui sont avec des Russes, dont on parle russe. L'importance de la langue justement ukrainienne, j'aimerais avoir votre réaction sur ce sujet. Alors... c'est très intéressant parce qu'en fait, je pense que le problème doit être inversé. C'est-à-dire que la langue ukrainienne n'a pas de problème. C'est une langue qui existe, qui est assez différente de la langue russe, d'ailleurs. Et c'est plutôt historiquement la langue russe qui a été imposée sur le territoire ukrainien au peuple ukrainien. C'est-à-dire qu'à un certain moment, la langue officielle était le russe, la langue de l'éducation était le russe. Donc, l'ukrainien s'est retrouvé en retrait. Ça n'empêchait pas les personnes de parler ukrainien. Et par exemple, dans les régions plus à l'est
de l'Ukraine, puisque en effet la Russie a employé cette excuse qui ne représente pas la réalité, de dire que les populations ne pouvaient pas parler leur langue russe, qu'ils étaient obligés de parler l'ukrainien et que c'est pour ça qu'ils venaient les défendre, ce qui est absolument faux. Les personnes pouvaient parler les langues qu'elles souhaitaient, mais le fait est qu'en Ukraine, la langue officielle, c'est l'ukrainien. Et moi, j'ai entendu la langue russe parler, et je n'ai jamais vu personne se faire châtier pour avoir parlé le russe en Ukraine. Mais c'est un acte de résistance quand même de continuer à parler l'ukrainien. Alors c'est pas de ces hommes, non ? C'est pas de continuer à parler l'ukrainien, c'est que l'ukrainien est la langue du pays. Oui, oui. Il faut aussi se souvenir en France à certains moments où dans certaines régions on ne pouvait pas parler sa langue régionale. Et là, mais parce qu'on voulait seulement la langue française. Mais en Ukraine, ce n'est pas le problème. Alors c'est vrai que traditionnellement, certaines personnes étaient plus à l'aise à parler le russe parce qu'ils ont été éduqués en langue russe et c'était la langue qu'ils utilisaient. Mais il n'y a eu aucun problème pour parler ukrainien. Il nous reste 2 petites minutes. Vivre en tant qu'enfant, évidemment, en Ukraine aujourd'hui est extrêmement compliqué. Des familles exilées, vous l'avez mentionné, Catherine Grangeard, et des enfants surtout qui prennent, évidemment, force est de constater, du retard dans l'apprentissage, dans l'éducation. Comment faire avec cela pour tous ces enfants qui sont dans ces lieux de conflit ? Lorsque les enfants sont touchés, c'est l'avenir de la nation qui est touché. Donc, c'est gravissime. Comment faire ? Il n'y a pas de solution miracle. Lorsque, à l'instant, on vient de parler de la langue, il y a une citation célèbre qui est « La langue, c'est ma patrie ». Moi, je crois qu'il faut absolument, au niveau de l'éducation, continuer à transmettre la langue ukrainienne afin qu'il y ait un enracinement dans cette patrie ukrainienne au travers du langage. Et on sait aussi qu'on structure l'inconscient. Vous avez dit, je suis psychanalyste. On structure l'inconscient avec le langage. Donc, si on adopte les mots de l'autre, on a vu ça dans d'autres régimes comme le nazisme, quand on adopte les mots de l'autre, eh bien, on commence à avoir un type de pensée qui appartient à ce monde-là. Donc, ça, c'est vraiment fondamental, conserver l'éducation au moins dans les familles en ukrainien. Dernier petit mot et on va terminer là-dessus. On va parler des femmes aussi dont on parle assez peu finalement, notamment de ces femmes qui travaillent dans les écoles, qui sont restées dans les zones occupées aussi, dans les zones de conflit, qui ont continué à travailler. Et certaines se voient accusées de collaboration. Alors c'était le cas dans certains cas, surtout je pense plus au début en 2022 et 2023, parce qu'en effet, tous ceux qui souhaitaient partir des zones occupées ne le pouvaient pas, soit parce que c'était trop dangereux de manière logistique, soit parce qu'elles en étaient empêchées, ou tout simplement parce qu'elles n'avaient pas les possibilités financières de partir, ou qu'elles devaient s'occuper de personnes généralement âgées, et ce sont généralement les femmes qui s'occupent par exemple des personnes âgées qui ont peu de mobilité, donc sont restées. Et donc, pour ces femmes, il faut continuer à vivre, il faut nourrir sa famille, il faut continuer à travailler. Sachant que le droit international est quand même relativement clair, il y a on ne peut pas reprocher dans des zones occupées aux personnes d'exercer certains emplois, notamment dans l'éducation, dans la santé ou dans l'administration, dans la justice. Et donc, c'est quelque chose d'assez difficile parce que cela peut très bien être le cas que certaines personnes croient peut-être au monde meilleur que la Russie prétend leur offrir, même si dans les faits, maintenant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La situation est très difficile pour les personnes qui vivent dans les zones occupées. Mais c'est quelque chose de très difficile. C'est-à-dire que ces personnes doivent survivre. Et donc, ça implique parfois donc, de travailler pour l'occupant. Donc, c'est une situation très difficile. Heureusement, il y a
les poursuites pour collaboration sont un peu plus fines depuis quelque temps et on a moins de types par exemple d'institutrices ou de directrices d'école qui seraient poursuivies pour collaboration. On n'a plus le temps malheureusement, mais évidemment, dans ces zones de guerre, on sait combien les techniques, si je puis dire, c'est pas le terme exact, mais enfin bon, tout ce qu'on peut faire pour pouvoir essayer de tenir l'occupé par l'occupant, eh bien on pense à toutes ces femmes, à ces enfants, ces hommes et ces femmes qui aussi ont été agressés, violés et qui ont été victimes de beaucoup de sévices. Merci beaucoup. Je tiens juste à préciser qu'il y a cette une du magazine Le Monde qui est formidable. En Ukraine, devenir parent dans la guerre, c'est aussi une façon de parler de la famille, de l'éducation et de tout ce qui se passe là-bas. Merci à vous deux. Merci Karine Lardot d'être venue sur le plateau du Grand JT. Merci également Catherine Grangeard d'avoir participé à cette discussion par Skype. On va marquer une courte pause dans le Grand JT et on se retrouve tout de suite. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je ne me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le Grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était deux objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire un, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Guillaume Nail. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur, entre autres, de les podcasts de la loose. Vous avez écrit loose, vous l'avez barré, lose avec loose, loose à la française. C'est quoi un loser? C'est quoi une loseuse? En théorie, c'est quelqu'un qui n'est pas exactement populaire, mais moi, c'est quelqu'un que je trouve super attachant. C'est celles qui sont pas exactement à leur place et qui, en fait, ont plein de ressources et que j'ai envie de mettre en valeur avec ce livre. C'est un peu comme les ringards, quoi. On a envie voilà, de pouvoir revenir. La revanche des ringards. C'est ça. Là, c'est la revanche des losers. Alors, c'est assez génial, en fait. C'est vraiment un roman super sympa, un trio hyper attachant. Alors, il y a Mindy, d'un côté, qui est première de la classe. C'est ça, Farika, la timide, dont on ne connaît même pas le son de sa voix. Sa voix, elle parle comme ça. Et Roger, il vient avec son doudou. Oui, voilà, il a besoin d'affection, il a besoin de son doudou. Il y a son chien aussi, Coquillette, voilà. Alors, il forme un duo hyper sympathique. De loser, mais même pas. Je trouve, on a vraiment l'impression tout simplement de gens normaux, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Avec leurs défauts. Pas encore d'amis. Voilà, au début, l'entrée, c'est l'entrée en 6e, l'entrée au collège. Ils n'ont pas trouvé leur marque. Et tout va basculer un jour.
Pourquoi ? Pourquoi parce qu'ils vont être obligés. Je ne veux pas dénaturer, mais je voulais Non, expliquer. mais quand même, ça va, c'est le premier chapitre. Ils vont être obligés de créer un podcast ensemble parce que Madame Monsieur, la professeure documentaliste, leur a demandé de travailler ensemble parce qu'ils justement ils n'avaient pas d'amis. Et en fait, c'est un cauchemar, surtout pour Mindy qui a décidé que ça allait peut-être faire baisser son niveau de travailler avec des gens qui ne sont pas aussi brillants qu'elle. Voilà, mais ça va leur permettre de se rencontrer, de se découvrir et peut-être de faire plein de choses ensemble. Ouais, le podcast, c'est vrai que c'est très intelligent comme idée parce que c'est à la fois très actuel et en même temps pour un garçon plutôt assez timide, avec son doudou, on imagine, aussi Farika qui parle pas du tout, etc. C'est une façon aussi de se dire, il n'y a pas d'image alors qu'il y en a, mais on va parler, on va échanger. Et puis on peut le faire aussi de manière clandestine, c'est ce qui va un peu se passer. Et voilà, puis moi j'avais envie de mettre en valeur le podcast parce que finalement c'est quelque chose que plein d'enfants écoutent, de collégiens, collégiennes, qui est hyper vivant, il y a une vraie création sonore et en fait c'est pas forcément mis en avant en littérature jeunesse. Oui, alors justement c'est pas mis en avant, alors je vais en parler dès maintenant d'ailleurs, regardez, il y a un bonus derrière qui est assez génial, devient critique de livres, parce que non seulement il y a l'idée du podcast, l'idée de parler effectivement ensemble et aussi de la question du harcèlement scolaire qui revient dans le livre, bien sûr on va y venir, mais cette idée aussi de devenir critique, c'est-à-dire d'éveiller l'esprit critique en lisant ce roman. Complètement, il y a déjà des tutos pour apprendre à faire un podcast et puis après même les personnages apprennent à être critiques sur eux-mêmes et elles-mêmes, de se dire mais finalement mon comportement est-ce que c'est le bon, comment je peux changer, être plus ouvert aux autres et puis critiquer un livre c'est quoi, donner un avis, qu'est-ce qu'on peut dire exactement, d'où l'idée de ces bonus en fin d'ouvrage. Mais il y a une idée un peu, c'est votre histoire, non? Il n'y a rien d'autobiographique là-dedans. Est-ce qu'il y a une âme de loser ou pas? Comme je dis toujours aux enfants, j'écris de la fiction, j'invente tout, c'est des personnages, mais peut-être qu'il y a un peu de fond de vérité ou un peu de sincérité dans ce qui se passe. Bon, alors ce fameux podcast, elle commence notamment Mindy qui va ajouter sa touche personnelle et puis ça marche pas comme prévu quoi. Non, parce qu'elle a décidé de mettre sa touche effectivement et puis c'est pas je pense qu'elle est allée un peu trop loin, elle a un peu surestimé ses capacités et elle va tout planter donc c'est une catastrophe et en fait c'est pour les deux autres c'est tu croyais que tu étais la meilleure, en fait c'est plus compliqué que ça et ça va être peut-être mieux de travailler à plusieurs. Oui, c'est ça, travailler à plusieurs, c'est l'école de la vie quoi, c'est-à-dire qu'ils sont en 6e, ils sont assez jeunes et en même temps c'est là où tout démarre, les expériences, donc forcément il y a des ratés, et c'est une façon d'apprendre à gérer ces ratés-là. Exactement, mais moi, je trouve que c'est intéressant cette évolution et puis encore une fois, c'est les podcasts de Lalou, c'est on a le droit de pas être parfait, et puis ça veut dire quoi être parfait? En fait, c'est juste apprendre à être soi-même, à s'autoriser sa singularité, et en fait c'est tout ce qu'on a en soi qui fait de la richesse, c'est ce que je dis à longueur de temps dans les rencontres scolaires que je fais et qui sous-tend tous mes ouvrages. Oui, parce que l'idée de départ, c'est-à-dire que la dame du CDI nous a proposé de faire un fameux podcast. Est-ce que c'est une bonne idée? On ne sait pas, mais en tout cas, on se lance. Et puis finalement, est-ce qu'on lui en veut? Ils n'en veulent pas? Comment ça se passe? Alors moi, j'ai beaucoup d'attachement pour les professeurs documentalistes qui sont en métier de l'ombre. C'est toujours la dame du CDI. C'est genre, non, je suis certifié, je suis professeur. Donc j'avais envie aussi de mettre le CDI en avant et ce qui s'y passe, parce qu'il y a énormément de choses en termes d'éducation artistique et culturelle. Donc je trouvais ça chouette aussi de parler de cet univers-là, quoi. Alors évidemment, on parle de différence, bien sûr, et surtout, malheureusement, de discrimination. C'est encore très actuel. Beaucoup trop actuel, voilà. Mais c'est toujours, c'est tout le temps, que ce soit, après même avec le contexte politique actuel, mais en fait, chez les ados, chez les enfants, c'est une question qui est toujours là. Mais après, vraiment, moi, j'écris une histoire. J'invente des personnages, j'écris une histoire, donc après ça sous-tend, c'est une question de comment on s'autorise sa singularité et comment on trouve sa place, mais c'est pas un roman sur le harcèlement ou sur les différences, tout ça. Mais c'est quand même poussé à l'extrême, parce qu'ils mettent le feu à une cuisine, rate son micro-trottoir, il y a quand même des choses qui se passent. Mais moi j'aime bien, c'est des vrais losers, c'est beaucoup plus drôle si effectivement ils mettent le feu à une cuisine et que ça part dans tous les sens et qu'en fait ils savent pas comment faire, et en fait moi c'est une comédie, l'idée c'est que ce soit drôle, que ce soit enlevé, donc en fait moi j'ai envie que ce soit un peu truculent et qu'on s'amuse avec tout ça. Alors moi, je l'ai vécu mettre le feu à une cuisine avec une copine. Ouais. J'ai pas trouvé ça très drôle. Et j'étais très jeune, effectivement. Mais de ce moment de loose, effectivement, pour l'avoir vécu, comment elles arrivent, les uns les autres, ce fameux trio infernal et génial, arrivent à justement passer outre? Alors, est-ce qu'on va spoiler comme ça? Non, justement, je spoil pas. Mais voilà, ça va. C'est vraiment en apprenant, en étant à l'écoute aussi. En étant à l'écoute, en se disant, en testant des choses, parce que moi, j'aime bien l'idée de l'échec, de s'autoriser, on teste, on éprouve, et puis en fait peut-être ça marche pas, et au fur et à mesure on comprend de ses erreurs, et tant mieux, ça peut pas être parfait du premier coup.
Ne pas être parfait du premier coup, c'est vrai que ça s'apprend. Les professeurs sont là aussi pour ça, pour aider, les éducateurs. Et puis il y a aussi cette idée de pouvoir être être soi-même, avec Mindy qui adore chanter. Mindy qui découvre qu'elle adore chanter, effectivement. Voilà. Puis il y a toute l'histoire autour du harcèlement qui parle de ça. Farika qui va parler de plus en plus fort, s'autoriser à élever sa voix parce qu'elle est en confiance. Roger qui a plein d'idées. Donc c'est vraiment, c'est comment s'autoriser à être soi. Quand les élèves que vous rencontrez, justement, lisent votre roman, je rappelle le titre 1, Les podcasts de la Loose, paru aux éditions Milan, quand ils lisent ce roman, comment ils réagissent face justement au harcèlement qu'on vit, évidemment à travers les réseaux sociaux, en particulier TikTok? Ce qui est toujours intéressant, c'est que en fait, tout le monde est d'accord pour dire le harcèlement c'est mal, mais en fait, quand on les amène à réfléchir sur, mais finalement, est-ce que vous avez à un moment participé à ostraciser quelqu'un, à rejeter ou à ne rien dire, ou à considérer que telle ou telle différence n'avait pas sa place parce que vous aviez besoin de vous identifier ou d'appartenir au groupe, et bien là, ça devient plus intéressant. Parce qu'en fait, il y a une vraie réflexion. Est-ce qu'ils ont conscience, je parle des élèves que vous rencontrez, est-ce qu'ils ont conscience réellement de ce que veut dire aussi cette idée de montrer du doigt, de ne pas être en accord avec l'autre, de ne pas être à l'écoute de l'autre? Peut-être qu'il n'y a pas de conscience du tout au moment où vous abordez ce sujet, non? C'est toujours, on a conscience en théorie de ce que c'est, mais dès lors qu'on applique très concrètement sur telle situation où tu t'es comporté comme ci ou comme ça, où tu as contribué à rejeter quelqu'un, et là, en fait, c'est là où je trouve que la réflexion, elle est intéressante. Vous n'êtes pas expert du sujet, mais j'aimerais quand même votre avis sur la question, sur, vous dites non, vous ne savez pas de quoi je parlais, sur les cours d'éducation à la vie affective et relationnelle, qui sont à l'école, il y en a 3 par an. Est-ce que vous pensez que ça peut contribuer justement à lutter contre le harcèlement, ou en tout cas cette forme de discrimination qu'on peut retrouver chez les jeunes? Pour moi, c'est essentiel en fait de parler de tous les champs qui concernent la vie et qui sont essentiels à l'adolescence, de se dire comment je me positionne, qui je suis, qui je vais aimer. Donc c'est essentiel. Ils ont plein de questions en plus autour de ça. Ils ont besoin, ils ont des attentes. Et le problème, c'est que oui, c'est 3 modules, mais en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire que très souvent, ça n'est pas fait parce qu'il n'y a pas les moyens, parce qu'il n'y a pas les possibilités. Et en fait, très clairement, moi, les retours que j'ai des enseignants, enseignantes, c'est qu'il y a un besoin, il y a une attente, il y a des questionnements. Ils n'ont pas envie d'être informés par des films, des sources un peu douteuses sur Internet. Ils ont besoin d'infos très concrètes et de comprendre les choses. Alors vous dites que c'est déjà pas, les 3 sont pas faites, les 3 fameuses séances, mais même quand il y en a 3, ça suffit pas. Non, ça suffit pas du tout. Et donc c'est une idée de bien sûr parler encore, libérer la parole, notamment grâce à ce type de roman. On sait que une fois que le podcast de ces 3 losers, on rappelle les prénoms des losers ou pas? Mindy, Farika, Roger et Roger, voilà. Qui sont quand même, ils ont un look absolument génial. L'illustrateur, c'est Aurélie Garino. Ah voilà. C'est super. Écoutez, on la salue. Une fois que ce fameux podcast est fait, ils deviennent hyper populaires aussi. Oui, et en même temps, pas avec les codes de séries américaines, genre je suis beau et je suis exactement. En fait, c'est populaire parce qu'en fait, ils se sont autorisés à être eux-mêmes. C'est ça, à parler de soi, à parler de différence, à parler du quotidien. Et finalement, et même ils décident de rentrer dans le bureau de la directrice, et de diffuser tout sur haut-parleur. Ils sont dans un truc, il faut que ce soit éternel, il faut que ce soit universel. Life, on y va, on diffuse, on se sent pousser des ailes, et je trouve ça chouette qu'ils trouvent ces ressources en eux et qu'ils découvrent au travers de cette aventure tout ce qu'ils ont en eux et en elles. Bon, écoutez, merci beaucoup Guillaume Nail d'être venu parler de ce livre, les podcasts de la loose. Ils sont pas si losers, en tout cas on peut tous se reconnaître finalement dans la loose. Avec joie, franchement. Moi ça me va. Merci d'être venu sur le plateau du Grand JT. Merci. On va tout de suite retrouver Adrien pour sa chronique. Adrien, dans votre chronique aujourd'hui, vous faites la lumière sur le Salon international de l'agriculture, le 61e, qui s'est ouvert ce week-end. 61 ans que le Salon existe, en tout cas sous cette forme, car avant sa première édition en 1964, il faut remonter à 1844, Virginie, pour voir les prémices de ce qui s'appelait à l'époque le concours des animaux gras ou des animaux de boucherie. On n'est pas encore à Paris, mais à Poissy, dans les Yvelines, et on est déjà sur un événement, car c'est l'un des 2 plus grands marchés qui approvisionnent la capitale en animaux de boucherie. Deuxième date à retenir 26 ans plus tard, en 1870, avec la création et le lancement officiel du concours général agricole à Paris. Il faudra attendre le XXe siècle et 1925 pour son emménagement porte de Versailles. Je vous rappelle, on était jusque-là sur un concours d'animaux gras et de boucherie. C'est seulement à partir de cette date qu'on commence à accueillir les concours des produits du terroir, des vins aussi. L'appellation doit donc changer et en 1964, le Salon international de l'agriculture ouvre ses portes pour la première fois. Va devenir un passage quasi obligatoire pour
beaucoup de personnalités politiques. Alors, les politiques, justement, parlons-en, cher Adrien, des centaines, voire même, je ne sais pas, peut-être on peut dire dizaines, centaines, allez, qui viennent défiler avec plus ou moins de réussite, clairement. Hein. Alors, il y a une véritable rockstar de ces rendez-vous agricoles, c'est évidemment Jacques Chirac, le président de la République de 1995 à 2007, a souvent, pour ne pas dire toujours, été accueilli chaleureusement à l'exercice du serrage de main et aussi des dégustations de produits locaux. Jacques Chirac était très souvent à l'aise, et particulièrement dans les allées du salon de l'agriculture. Nos confrères d'Europe 1 lui ont d'ailleurs consacré un podcast. Écoutez, nous sommes en 2004. Jacques Chirac, slalom parmi les animaux, prend des nouvelles des bêtes, mais aussi des éleveurs. Il nous a demandé si tout allait bien, si la race se portait très bien. Et alors ? Ça va ? Vous n'avez pas à vous plaindre aujourd'hui ? Non, on était bien contents du passage du président. Pour la race salaire, c'était un honneur, et pour nous aussi. Malgré une ambiance morose, Jacques Chirac a aussi pu rencontrer des agriculteurs heureux, comme Gilbert, 76 ans. Très heureux, très heureux, très heureux, très heureux. La canicule nous a fait beaucoup de soucis, puis pour finir, ça va faire quand même pour finir, quoi. L'automne a pas été très mauvais, le printemps a l'air d'arriver assez printanier. Je pense qu'on va essayer de s'en sauver encore une fois. Le président n'a pas seulement salué les éleveurs, il a aussi pu goûter aux nombreux produits du terroir qui ont jalonné son parcours. Saucissons, jambon, terrine de bœuf et surtout fromage, visiblement l'un des péchés mignons du président. Il a goûté le Beaufort, le fromage d'abondance. Il l'a trouvé très bon. Il en a repris ? Il en a repris 3 fois. 3 fois de Beaufort, oui. Et il n'est pas reparti les mains vides. Votre petit morceau de fromage, comment ça va comme tous les ans ça va bien ? Ça va bien. Toujours la forme ? Toujours. Eh ben, c'est bien. Ils sont toujours aussi bons. Alors tenez, vous allez en avoir un petit paquet pour ce midi. C'est gentil. Merci, c'est vraiment gentil. Mais Jacques Chirac s'est aussi laissé tenter par la bière de Mars, un verre de cidre offert par la FNSEA, un bourgogne ligoté et même un petit cocktail à base de lait. Le tout dans la bonne humeur et sans excès. Voilà pour le passage de Jacques Chirac au Salon de l'Agriculture en 2004. Et sachez qu'en 40 ans de carrière politique, il n'aura loupé qu'une seule fois le salon. C'était en 1979 après un accident de voiture. Oui, un véritable amateur, effectivement. Ça, c'est pour le mieux loti, clairement, ouais. Adrien. Mais je vous le disais, tous n'ont pas eu le droit, effectivement, au même accueil. Ah non, pour d'autres, ça s'est beaucoup moins bien passé, à commencer par Emmanuel Macron, chahuté à chaque venue ou presque. Dès 2017, il n'est que candidat à l'élection présidentielle, mais il avait reçu un œuf sur la tête l'an dernier, en pleine crise agricole. Sa visite avait été marquée par de violents affrontements entre agriculteurs et forces de l'ordre. L'année 2025 ne déroge pas à la règle des visites compliquées pour le chef de l'État. Écoutez ce qu'en pense d'ailleurs Jérôme Baye, agriculteur et figure de cette résistance agricole. Mon métier, il ne le connaît pas. Et malheureusement, je vois que moi, autour de cette table, je dois être le seul qui ne fait pas de politique. Hein. Mais ce que je peux dire, c'est que la déconnexion, quand tu parles de déconnexion, elle est vraiment totale. Aujourd'hui, le monde rural représente 80% du territoire, mais on ne représente que 20% de l'électorat. Et malheureusement, c'est ces gens-là des villes, ces 20% des villes qui veulent impliquer et imposer aux 80% comment on doit vivre. Mais c'est des gens qui ont juste une idéologie écologiste, mais qui ne connaissent rien. Ils n'ont jamais mis une paire de bottes, ils n'ont jamais été à la campagne. Et le plus gros problème des hommes politiques, ou des gens des politiques, on va dire, aujourd'hui à notre gouvernement, c'est que 80% de leurs conseillers et des hauts fonctionnaires français sont nés à Paris. Ils ont fait Sciences Po, ils n'ont jamais mis une paire de bottes, ils n'ont jamais tenu un manche de fourche, ils n'ont jamais été à la campagne. Comment vous voulez que ces gens-là soient audibles et crédibles ? En tout cas, ces déplacements compliqués n'empêchent pas Emmanuel Macron de battre des records. En 2019, le chef de l'État avait déambulé dans les travées du salon pendant plus de 14 heures, un record toujours à battre. Autre président très régulièrement hué, insulté même par les agriculteurs, François Hollande. Et puis si on devait retenir un autre passage mythique de ce salon de l'agriculture, comment ne pas évoquer la visite de Nicolas Sarkozy en 2008 et le légendaire « Casse-toi pauvre con » adressé par le président à un passant qu'il avait lui-même insulté. Oui, alors car le salon, effectivement, n'est pas vidé pendant les visites des personnalités politiques. Au contraire, l'événement réunit toujours autant de monde des années après son lancement. Preuve de l'attachement des Français à ce salon, je vous ai parlé de 1964 et de la première édition. À l'époque, déjà, 300 000 visiteurs étaient présents. En 1975, 11 ans plus tard, on comptait 500 000 visiteurs et le record avait été établi en 2014 avec plus de 700 000 personnes présentes. Une fréquentation multipliée par 2 par rapport au lancement du salon. Cette année, tout le monde se pressera une nouvelle fois pour profiter de cet événement
événement populaire et voir évidemment l'égérie de cette édition 2025, la vache Houppette. Alors d'ailleurs, pourquoi une vache ? Bien tout simplement parce que les enquêtes d'opinion réalisées par le Salon de l'agriculture auprès du public ont montré que pour un visiteur sur 2, la vache représente le mieux l'agriculture dans notre pays. C'est en 2000 d'ailleurs qu'on voit apparaître une vache sur l'affiche officielle de l'événement, mais seulement en arrière-plan. La première mascotte est désignée en 2007. Il s'agissait de Titine, une limousine comme Houppette cette année, mais la première à avoir eu le privilège d'être sur l'affiche officielle du salon, sur les réseaux sociaux et sur les billets d'entrée. C'était Candy et c'était en 2011. En tout cas, allez voir Houppette et tous les autres animaux du salon, rencontrer les agriculteurs qui nourrissent la France et profiter de cette vitrine des savoir-faire du terroir français. Le 61e Salon international de l'agriculture, c'est jusqu'à ce dimanche 2 mars à Paris, Expo Porte de Versailles. Merci beaucoup Adrien. Tout de suite, on va retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP. La cérémonie des ambassadeurs harcèlement menée avec les élèves de CE2. Première question, pourquoi les CE2 ? Pourquoi les CE2 ? Parce que c'est un moment dans la scolarité qui est un petit peu intermédiaire. Et puis c'est un moment où on apprend aussi aux élèves à devenir vraiment des citoyens et à exercer aussi leur citoyenneté, de la même manière qu'on les sensibilise aux institutions. Donc c'est au sein des programmes aussi et c'est en lien. Donc de la même manière qu'on organise des liens ville-école, on fait rentrer aussi l'école dans la mairie. Et donc on organise, je le dis, la visite des institutions en présence d'élus. Donc l'idée, c'était vraiment de marquer ce temps, qui est un temps éducation nationale, qui est un dispositif qui a été initié en 2015 par l'éducation nationale, qui touchait d'abord les lycéens élus, donc au CVL, qui ensuite s'est adressé aux collégiens et qui maintenant est en passe d'être mis en place justement sur l'école primaire. Et donc, le fait de marquer cet événement, de les recevoir avec l'écharpe d'élus... Rapidement, parce qu'on se rapproche de la fin, mais en vrai, est-ce que ça consiste exactement ? Alors, ça consiste en... C'est des diplômes, en fait, qui valident le fait d'être un ambassadeur anti-harcèlement. Donc, ça responsabilise, en fait, les élèves. Donc, c'est un élève par classe de CE2 qui va se porter volontaire pour dénoncer des cas de harcèlement scolaire qu'il aurait constaté, pour appuyer aussi tout son soutien à l'élève concerné, pour en fait se responsabiliser. C'est vraiment ce sera ensuite une sorte de médiateur au sein de la classe. Alors, il n'a pas forcément vocation à être un médiateur, parce qu'il faut aussi le préserver lui en tant que personne, mais de sensibiliser effectivement les élèves à ce danger qu'est le harcèlement scolaire. Une des premières fonctions, une des fonctions essentielles de cet Internet des enfants, c'est le côté cours de récré. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas forcément vu ou analysé, c'était ça. C'est ce désir des ados de se retrouver, d'échanger, de faire des bêtises ensemble au besoin. Totalement, peu à l'abri du regard des adultes. Oui, de créer leur propre culture, finalement. Leur culture, c'est ça. Et aussi de pouvoir déjà aussi montrer ce qu'ils savent faire. Je parlais tout à l'heure des attentats du 11 septembre, c'est pas pour rien. Il y a eu aussi juste avant les attentats dans le lycée de Columbine, la fusillade qui avait été quand même très très dramatique et qui marquait le début comme ça de ces school shootings. Donc en fait, début du 21e siècle pour les Américains, c'est une période qui est assez sombre, qui est assez compliquée pour les ados. Il y a la guerre en Irak qui commence à se profiler, etc. Et je pense que à ce moment-là, il y a un besoin un peu d'extérioriser, d'avoir une espèce de culture un peu de sale gosse et de pouvoir l'exprimer. Et en fait, à la télé, il n'y avait que South Park qui permettait de le faire, mais Internet, pour le coup, c'était open bar. On pouvait le faire un peu comme on voulait. Et donc, tous ces jeux vidéo, tous ces petits dessins animés étaient appartenaient à ce qu'on appelle la culture edgy. Donc avec un humour très sombre, très noir. Edgy, ça veut dire un petit peu à la marge. Voilà, sur la marge. Donc, et cette culture-là, qui a été vraiment une espèce de contre-culture finalement assez formidable pendant le début des années 2000, on a vu après, s'est mis lentement à dériver et à donner en fait naissance à la culture du trolling. On est en plein dans cette période-là de Parcoursup. On va en parler avec vous. D'abord, vous venez nous présenter cette plateforme que vous êtes en train de monter qui s'appelle Compassup. C'est ça, cette application. Alors, Compassup, c'est l'application qui vient connecter les lycéens avec les formations dans lesquelles ils vont pouvoir s'épanouir et réussir, parce qu'aujourd'hui les lycéens sont perdus et anxieux, comme vous l'avez indiqué, face à Parcoursup. Je crois que plus de 83% d'entre eux s'avèrent très stressés. Donc on a créé cette application pour leur permettre d'alléger le stress et d'être sûr de faire des choix
éclairés au final. Donc pour cela, le fonctionnement de l'application est très simple. Ils nous renseignent leur centre d'intérêt, leur spécialité, dans quelle région ils veulent étudier. On a toute une liste de critères qui va nous permettre de trouver leur goût et leur profil. Et à partir de ça, on va venir leur recommander des formations qui matchent avec leurs envies, des formations qui sont sur Parcoursup. Et à partir de cela, ils vont pouvoir se constituer une liste de vœux sur mesure qu'ils vont ensuite pouvoir ajouter sur Parcoursup. D'accord. Voilà. Alors ça, vous avez, parce que vous êtes vous-même étudiante aussi, il faut l'expliquer, à Sciences Po. C'est ça. Comment vous est venue l'idée? Est-ce que vous-même, vous avez eu des difficultés dans votre parcours justement pour choisir votre orientation? Oui, alors j'ai l'habitude de dire que j'ai passé plus de temps à chercher mes vœux sur Parcoursup qu'à réviser mon bac. Et tout simplement parce que sur Parcoursup, il y a 10 vœux. Je savais que je voulais faire Sciences Po, c'était mon coup de cœur. Mais je n'étais pas sûre d'être acceptée parce que c'est un processus qui est très sélectif. Et donc, il fallait trouver d'autres études dans lesquelles je m'épanouirais. Et ça m'a pris énormément de temps parce qu'il y a plus de 24 000 formations aujourd'hui sur Parcoursup. Chercher celle qui nous correspond, ça revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Je me suis aperçue que je n'étais pas la seule dans cette situation. En terminale, j'ai fait la conseillère d'orientation de toutes mes amies, à peu près. Et en rencontrant mes deux cofondateurs, Thomas et Briac, nous nous sommes aperçus que nous avions la même vision sur le sujet, sur les difficultés que traversaient les lycéens. Et quelles sont les problématiques éducatives qui ont émergé au fil des années à Villetaneuse et qui ont rendu en fait ce plan urgent? Les problématiques qui ont émergé, c'est justement ce manque de coordination au niveau des acteurs associatifs et éducatifs, parce qu'il y a un potentiel. C'est aussi, je le disais, les problématiques de décrochage scolaire, avec des réussites aux tests nationaux à l'entrée en 6e qui sont malheureusement pas très bons. Qui vont décrescendo. Qui vont pas en s'améliorant, en tout cas on le constate. Et c'est de façon très pragmatique le fait qu'on s'adresse à une ville, comme je le disais, qui est jeune, où on a vraiment un vivier, une jeunesse, et si on s'intéresse un petit peu à l'avenir du territoire, il faut qu'on prenne en charge ces problématiques-là. Donc, si vous voulez, le projet éducatif, pour vous expliquer un petit peu comment il est mené, comment il est construit, sa genèse, c'est un comité de pilotage en fait de professionnels de l'éducation de tous bords en fait qui se réunissent, qui exercent sur la ville, qui se réunissent 3 fois par an pour décider en fait de mettre en exergue, selon la période, selon les besoins, selon les grandes orientations aussi de l'éducation nationale et les objectifs des enseignants, qui décident de mettre en avant plus ou moins 2 ou 3 axes par an. L'année dernière, typiquement, on était sur le pré-JO, JOP. Donc, on a décidé de mettre en avant l'axe 5, qui est l'axe de développement de la pratique sportive. Et cette année, nos choix se sont portés sur 2 axes en particulier, qui est l'exercice de la citoyenneté, pleine et entière, de façon conscientisée, si on reprend l'intitulé exact, et l'éducation à la santé. Et Internet va permettre la revanche du timide, du faiblard, du fort en thème, du nerd. Exactement. C'est d'ailleurs, on peut même voir que Mark Zuckerberg avec Facebook a exactement utilisé cette même mentalité. C'est-à-dire que l'idée déjà, c'est qu'effectivement sur Internet, on peut réinventer son identité. On peut être quelqu'un de populaire, notamment par le biais de la technique, par la maîtrise de l'outil informatique. Donc déjà, c'est autre chose que d'être le sportif ou le bel gosse dans le collège ou le lycée. Et puis, il y a aussi la validation que les pairs peuvent nous apporter. Donc, c'est-à-dire que sur Newgrounds, les jeux et les animations étaient notés. Sur Facebook, on peut extrapoler quelques années après, le nombre de likes, le nombre d'amis va nous permettre de mesurer, de quantifier notre popularité. Et ce qui est assez incroyable, alors je pense que c'est pas forcément que aux États-Unis que ça arrive, hein, cette course à la popularité, elle est plus ou moins universelle, mais elle est effectivement très très présente aux États-Unis. Elle est marquée là-bas. Et toute cette idée d'être celui qui est le plus vu de la cour de récré ou du campus aux États-Unis, ça s'est forcément retrouvé sur les plateformes empruntées par les enfants. C'est qu'il y en a de plus en plus des acteurs sur ces sujets d'orientation et de Parcoursup. Comment vous arrivez à vous différencier quelque part, à vous faire une place dans un secteur qui a l'air quand même assez concurrentiel? Alors, je ne pense pas qu'on ait vraiment des concurrents. Aujourd'hui, on a plutôt des partenaires. Déjà, il y a les coachs privés qui font un excellent travail généralement, mais qui sont trop onéreux pour la majorité des lycéens. Et il y a également les acteurs publics, je pense à l'ONICEP, aux agences régionales de l'orientation,
aux CIO, aux professeurs principaux, qui font un très bon travail de proximité auprès des élèves, mais ils ont énormément de travail par ailleurs et ils n'ont pas toujours le temps de suivre chaque élève individuellement. Et l'application, en fait, veut s'insérer dans ce processus d'orientation-là en aidant le lycéen à faire une première liste de vœux, à obtenir des informations synthétiques sur les formations qui l'intéressent pour après aller voir son professeur, aller voir son conseil d'orientation avec une liste de 15 formations pour que le professeur et les conseils d'orientation puissent se concentrer sur l'activité la plus importante qui est au final de construire la liste finale en aidant le lycéen à se projeter, en lui conseillant d'aller en journée porte ouverte, de parler aux étudiants. Et également de l'aider à rédiger cette lettre de motivation, donc des activités qui ont plus de valeur ajoutée quelque part pour le lycéen. C'est la fin de notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe en régie. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Romain Luc. Laure Audemont au maquillage. Le son, c'est Héloïse Merlin. Laura Girard et Emma Ferrer à la rédaction. Adrien Fontenot, ici présent, journaliste aussi sur l'émission. Merci pour le JT et pour la chronique. On vous retrouve très vite, Adrien. Dites-moi tout. Je serai là la semaine prochaine. Voilà, vous savez tout. À demain. Bonne soirée. Ciao.